Bonsoir à tous. Alors, je sais que je suis à une conférence Ruby, je ne me suis pas trompé, je vais vous parler de JavaScript quand même pour vous montrer qu'il n'y a pas que du Ruby et qu'il y a d'autres choses qui se font aussi dans d'autres communautés. Je viens de le croire, ça fait 2 ans que je suis l'ambassadeur de Meteor à Paris. Et donc je présente Meteor aux gens qui veulent bien écouter. Alors déjà, pour savoir qui connaît Meteor, au moins 2 noms. Pas mal du tout, quoi. Est-ce qu'il y en a qui l'utilisent, Meteor? Pas trop demandé non plus. C'est déjà pas mal. En tout cas, je vais vous faire une petite intro rapide sur un peu pourquoi Meteor existe, à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc qu'est-ce que c'est que Meteor à la base? Donc, Meteor, c'est une plateforme full stack. Donc c'est un ensemble d'outils, de librairies et de code qui permet ensemble de créer des applications modernes. Donc typiquement pour le back-end, il y a un serveur Node. Pour le front-end, il y a un ensemble de librairies, un système et un protocole de communication temps réel, et un système de build multiplateforme, qui permet de builder du serveur, du client, mobile et browser. Qu'est-ce que c'est qu'une application moderne? Parce que c'est un gros mot. L'exemple parfait, c'est Trello. Donc aujourd'hui, Trello, tout le monde l'utilise ou tout le monde connaît. Typiquement, quand il y a un user qui rajoute une tâche dans son Trello, automatiquement, les autres utilisateurs voient la tâche arriver dans leur board. Et si jamais on déplace des tâches, tout se fait en temps réel de façon implicite. Il n'y a pas besoin de rafraîchir la page, c'est plus du HTTP à chaque requête. Tout est transparent. Sans aller jusqu'à Trello, l'exemple plus classique, typiquement Facebook, Twitter ont aussi une notion de moderne parce que les commentaires se mettent à jour automatiquement. Les notifications des gens qui se connectent, déconnectent, etc. sont toujours affichées directement dans la page sans même qu'on ait besoin de rafraîchir la page. Donc tous ces grands noms, Facebook, Twitter, etc., ont développé tout ce système de réactivité, de temps réel, etc., mais le partagent absolument pas, ou alors très peu. Et malheureusement, comme ils ne partagent pas, chacun doit réinventer la roue et chacun doit refaire son système. Et c'est là que Meteor arrive, dans le but d'essayer de régler ces problématiques qu'on retrouve finalement dans toutes les applications un peu modernes qu'on a envie de faire aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on entend par application? Qu'est-ce que c'est qu'une update temps réel? Ça implique 5 étapes. La première étape, c'est déjà savoir que les données ont changé. Donc on a une base de données sur le serveur. Il faut pouvoir détecter que telle donnée a changé dans telle collection, dans tel item. Ensuite, il faut relier ces données au client, donc savoir quel client a besoin de quelles données, les envoyer par un moyen au client. Et ensuite, il faut un système pour pouvoir mettre à jour l'interface graphique du client avec les nouvelles données. En final, il faut aussi stocker en local les informations, les données, pour éviter qu'à chaque fois qu'une donnée, que le client a besoin de données, il doit faire une requête client-serveur. C'est catastrophique niveau performance. Donc une base de données, une cache locale. Et enfin, un système de synchro des données. Donc faire que les clients puissent envoyer des données au serveur et les serveurs envoyer des données aux clients. Donc typiquement, Trello l'a fait. Ils ont recodé tout ce système-là de cache en utilisant des libs plus ou moins poussés et ils ont dû mettre de la glue entre les libs pour que tout fonctionne bien. Et dans un article où ils expliquent justement, tout en bas, comment ils ont fait ça, ils ont expliqué que c'était très coûteux, très compliqué et même si ça paraît relativement simple à faire comme ça quand on y réfléchit 2 secondes, on se rend compte que quand on est dedans, c'est un problème qui est très complexe avec beaucoup de cas particuliers, très galère à gérer. Donc Meteor, typiquement, c'est une start-up qui a levé 11 millions de dollars à SF, qui est remplie de gars hyper compétents, typiquement des gens qui ont bossé typiquement sur Etherpad, pour ceux qui connaissent, sur Google App Engine, sur Google Wave, sur des problématiques assez similaires. Et le projet complet est sous licence MIT, entièrement. Le client, le serveur, tout est open source. Donc voilà un peu un comparatif entre les applications traditionnelles que j'appellerais, donc truc assez classique d'API REST par exemple, et l'équivalent Meteor aujourd'hui, sur les 5 étapes que j'ai expliquées sur comment on fait une synchro temps réel entre un client et le serveur. Donc typiquement, pour rechercher une notification dans une base de données, aujourd'hui on fait des systèmes de pull and diff par exemple, on va interroger la base toutes les 10 secondes et on va regarder s'il y a des choses qui ont changé, si oui on va mettre à jour, sinon non. Meteor a développé un système qui s'appelle Light Data qui permet de faire ça. Gérer la communication en temps réel, en général on utilise des systèmes comme Event Machine par exemple, qui est utilisé en Ruby, ou des serveurs Node.js externes qui vont s'occuper justement que de la partie temps réel. Meteor est entièrement basé sur Node.js pour gérer tout ce qui est connexion et gestion des sockets.
Protocole de communication, c'est bien d'avoir une socket, mais derrière il faut envoyer des données, donc les données il faut créer un protocole. En général c'est fait à l'arrache, on développe notre propre protocole plus ou moins bien fichu. Meteor propose DDP qui est un protocole ouvert et standardisé. Cache côté client, pareil, souvent c'est des trucs qu'on fait en local, on va utiliser un local storage ou une petite libre, un truc comme ça. Meteor met en place ce qu'il appelle un mini-DB, donc c'est une petite base de données, on reviendra après. Update des interfaces, ça c'est un truc à la mode à mort aujourd'hui. Il y a Angular, React, en ce moment on entend parler de React tous les jours. Ça marche très bien, les gens adorent, c'est une petite brique qui marche très bien, mais qui règle qu'une partie très précise de tout le problème. Meteor a développé un truc qui s'appelle Blaze, qui est dans le même esprit que React, mais qui est sorti bien avant, genre 2 ans ou 3 ans avant React. Donc ça n'existait pas. Aujourd'hui, il y a des portages de React dans Meteor, parce qu'il y a des gens qui préfèrent utiliser React plutôt que Blaze. Donc Meteor reste très flexible, on peut mettre des briques qui nous intéressent. Et pour tout ce qui est mobile, c'est pareil, il faut gérer des trucs custom avec des process de build particuliers pour Cordova, etc. Meteor embête par défaut un système qui permet de faire du mobile en une ligne de commande. Donc ça c'est bullshit. Donc on va prendre un exemple concret. On veut insérer, donc c'est du MongoDB dans Meteor, on a une collection item, on veut insérer un document x égale 1. Deux façons de faire. La classique c'est sur le serveur, mais ce qui est cool c'est de pouvoir le faire sur le client. C'est-à-dire qu'on est dans le client, on est dans le code du client, on veut pouvoir insérer un document. Comment ça fonctionne? Premièrement, quand on insère côté client, il va mettre à jour finalement que la base locale. Donc la base locale s'appelle mini-mongo dans Meteor. C'est comme Mongo pour ceux qui connaissent, sauf que c'est un sous-ensemble de Mongo mais avec la même API. Donc on l'appelle exactement avec les mêmes fonctions que si on le fait sur le serveur. La seule différence c'est qu'elle n'est pas persistante, la base, elle est en mémoire. Elle gère la même API et c'est un sous-ensemble de Mongo server-side. Donc ça permet finalement de taper le même code sur le client et sur le serveur et si on connaît Mongo, on peut l'utiliser directement sur le client. Donc, on peut aussi le faire sur le serveur directement. Dans ce cas-là, c'est des streaming de queries et c'est un accès complet à la base de données. Donc on choisit par la même fonction, en fonction des sur client-serveur, deux façons d'insérer les données dans le client. Ensuite, le système Live Data, qu'on voit là-bas, voit qu'il y a une donnée qui a été échangée et via le protocole DDP, va les envoyer au client. Donc le protocole DDP, c'est quoi? Grosso modo, c'est vraiment comme une REST API, sauf que c'est pour du temps réel sur des WebSockets. Parce que le REST API en temps réel, c'est pas évident, à part de faire des requêtes toutes les millisecondes, mais c'est pas super efficace. Grosso modo, donc c'est un système de publish-subscribe qui remplace grosso modo les méthodes GET de l'API REST, donc c'est pour récupérer les données. Et ensuite, c'est des RPC, donc des procédures de contrôle, remote procedure control, pour pouvoir insérer, modifier ou retirer des données dans les collections. Ce qui est cool, c'est que ce protocole-là est complètement ouvert et il y a beaucoup de gens qui l'utilisent pour des projets qui n'ont rien à voir avec Meteor. Typiquement, aujourd'hui, on trouve des clients DDP pour Ruby, pour iOS, Android, Python, Scala même. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'amusent aujourd'hui, j'en ai rencontré un il y a quelques semaines, il avait une énorme application Big Data, évidemment pas fait en Meteor, mais en Scala, parce que c'était complètement adapté avec du Neo4j pour la gestion des graphes, etc. Et il s'est amusé à créer un protocole DDP pour son Scala, qui permettait de plugger finalement son application Meteor qui servait quasiment à gérer tout ce qui est affichage back-end, un paquet des front-end, et il communiquait avec son gros cluster de Big Data via le protocole DDP. Donc c'était un système où finalement il y a plusieurs technos qui communiquent ensemble grâce à ce protocole standardisé qui est hyper simple à implémenter. Un truc qui est sorti il n'y a pas longtemps, c'est LibreBoard. Est-ce qu'il y en a qui connaissent LibreBoard? Non? Ouais, un, deux. LibreBoard, c'est un clone de Trello, bête et méchant, qui a été fait par un Turc en quelques semaines. Et ça fait beaucoup de bruit parce qu'en final, il a pompé carrément le CSS complet du site et il s'est amusé à recoder le système en utilisant les vrais sets de data et de design de Trello. Au-delà de ça, il a un ami qui est passé dessus et en un mois, temps plein, il a refait entièrement Trello. Donc aujourd'hui, LibreBoard, c'est une version open source de Trello qui est libre, qui est quasiment ISO feature, c'est-à-dire qu'on peut faire quasiment tout ce qu'on peut faire dans Trello, on peut le faire dans LibreBoard, et qui a même des features en plus, typiquement la localisation, par exemple une version japonaise, chinoise, etc. de Trello ou française, qu'il n'y a pas dans la version officielle de Trello. En un seul mois, là où Trello a passé des années à créer cette plateforme-là. Donc ça montre vraiment la facilité, le gain qu'on peut avoir à développer des applications modernes avec Meteor.
Grosso modo, Rails, quand c'est sorti en 2005 environ, son but était vraiment de pouvoir permettre de faire des applications web simplement. Pour ceux qui ont connu l'époque d'avant Rails, il faut être clair, c'était vraiment le boxon, quoi. C'était vraiment galère, c'était pas drôle de développer des applications. Et quand Rails est arrivé, c'était vraiment une grosse vague de soulagement. C'était enfin une façon simple et cool de faire des applications Rails. Ils avaient standardisé, utilisé le standard REST, qui existait déjà à l'époque, mais qui n'était pas forcément si bien utilisé. C'est utiliser des conventions, c'est le grand mot de Rails, pour pouvoir structurer son application. Un middleware complet, des gemmes, je ne vous apprends rien. Et c'était vraiment designé pour pouvoir développer des applications web de façon géniale. 10 ans plus tard, Meteor est sorti, et son but, c'est de faire la même chose, mais avec les contraintes d'aujourd'hui, c'est-à-dire pour faire des applications modernes. Là où Rails était inventé pour faire des applications HTTP, qu'on appelle, donc stateless, on va dire. Et de la même façon, ils ont un système de WebSocket standardisé. Ils ont une stack complète, pluguée, qui marche from scratch, juste en une de code, en une de commande, on installe Meteor. On a deux bases, un truc qui fonctionne, avec tout ce qu'on a vu dans les 5 étapes, qui inclut un serveur, un client et des versions mobiles. Un système de package qui s'appelle Smart, je vous expliquerai pourquoi, et une architecture complètement ouverte avec une API hyper simple à utiliser. Si vous savez utiliser Ruby en Rails, Meteor vous paraîtra très simple. Aujourd'hui, Meteor a encore quand même des challenges à surmonter. Typiquement, il n'y a pas de support SQL, c'est un truc qui remonte très souvent aujourd'hui, il n'y a que du Mongo. Il y en a qui adorent, il y a beaucoup de gens qui détestent Mongo. Et c'est quelque chose qu'ils sont en train de faire en ce moment, ils développent activement le driver SQL. L'ajout de WebSocket, c'est pas gratuit, c'est une nouvelle façon de faire, mais ça implique des nouveaux challenges techniques de scalabilité. C'est-à-dire que c'est pas lié à Meteor, c'est lié à toutes les applications qui jouent avec des WebSockets. Scaler est beaucoup moins facile que scaler une application HTTP classique. Du fait justement que ce soit connecté et la connexion est permanente, ça gère des liens forts avec les serveurs, et donc on ne peut pas distribuer les requêtes comme ça aussi facilement avec un autre balanceur. Et l'écosystème reste jeune par rapport à du Rails, qui existe depuis 10 ans. Et les joies de Meteor, principalement. Ce que j'ai adoré dès le premier jour quand j'ai commencé à coder en Meteor il y a 2 ans, c'est le fait qu'en 5 minutes, on a une application. On prend une machine vide, en 5 minutes, on arrive à installer un framework et à déployer une application from scratch en 5 minutes. Et ça, c'est super agréable quand on veut rapidement faire des essais, des prototypes, faire des choses rapidement. Le système de package est assez formidable aussi. Il reprend les concepts des gemmes, sauf qu'il les pousse jusqu'à l'environnement complet. C'est-à-dire qu'un package peut gérer à la fois le code client, le code serveur, le code mobile. Donc dans le même package, en faisant une addition, genre on fait un Meteor account, on va pouvoir en une seule commande récupérer le système complet pour qu'un système d'account soit cohérent et fonctionne de bout en bout sur le client, le mobile, le serveur, en une seule commande. Et ça, c'est super agréable, parce qu'il y a des packages qui commencent à être vraiment très bien fichus et qui permettent d'avoir une solution complète clé en main en installant un seul package. Dès aujourd'hui, le système de build permet d'inclure des trucs comme CoffeeScript, SAS, Stylus, Jade, pour ceux qui ont envie de plugger ça. On peut déjà le faire avec tous les systèmes comme Chef et compagnie, sauf que là, pour le faire, il suffit juste d'installer le package CoffeeScript et ça marche automatiquement. Et il y a un système de code push to production, ça veut dire qu'en gros, quand on publie du code sur le serveur en prod, automatiquement, le serveur, donc mis à jour évidemment, mais tous les clients connectés se mettent aussi automatiquement à jour. Ça permet de garantir que tous les clients sont synchro avec la base du serveur et qu'il n'y a pas de décalage ou de désynchro entre les données clients et les données serveurs. Donc c'est tout un set d'ensemble d'outils de lib qui fait que finalement développer des applications avec Meteor est beaucoup plus simple que quand on doit nous-mêmes refaire les stacks et les bouts ensemble séparément. Aujourd'hui, il y a des business qui utilisent Meteor. La version 1 est sortie il y a 6 mois maintenant. Et il y a des boîtes qui lèvent des millions, typiquement Respondly a levé 8 millions, je crois, aux US. Workpop, Loopback a levé 2 millions à Londres. Il y a des boîtes qui ont été rachetées déjà, des boîtes Meteor qui ont été rachetées par d'autres boîtes. Donc l'écosystème devient suffisamment mature pour créer des vrais business dessus et de pouvoir faire de l'argent, parce que pas tout on est là pour ça, de faire l'argent avec des applications Meteor. Voilà, donc plein de liens, si ça vous intéresse de pousser un peu plus. La communauté est bien active, donc il y a de plus en plus de tutoriaux, de bouquins, d'exemples, de packages qui arrivent. Et c'est super intéressant, ne serait-ce que pour la veille, de s'intéresser à Meteor, parce que ça apporte de nouveaux concepts dans la façon de travailler et de développer, qui sont, je pense, super intéressants, ne serait-ce que pour savoir que ça existe. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ?
Bravo pour la présentation. Moi, je suis assez impressionné. J'ai une question assez bête, mais au niveau sécurité, c'est géré comment avec Meteor? Alors, la sécurité, c'est un gros sujet, c'est important, et c'est très bien fait en Meteor. J'en ai pas parlé là parce que c'est hors propos. Mais si on reprend sur le diagramme où on voyait le DDP, on voit une connexion entre le client et le serveur, et c'est au niveau de ce protocole de communication que tout est sécurisé, entre guillemets. C'est-à-dire que, comme c'est que des données qui passent entre le client et le serveur, il y a des filtres, des gateways qui s'installent sur le serveur, qui permettent de savoir quand le client fait une requête. Donc c'est des callbacks, en JavaScript tout est callback. C'est des callbacks qui sont appelés par Meteor, qui demandent à l'applicatif est-ce que oui ou non on accepte cette action faite par le client. Et comme tout est donné, en général c'est des données à traiter, donc des documents. Typiquement, on a vu l'exemple où le client a inséré un document. Le serveur va recevoir une alerte, une callback qui va être rappelée en disant il y a le user XXX qui a envie de rajouter tel document, le document paramètre. Il faut retourner true ou false. Voilà. Donc, si on retourne true, le document est inséré réellement dans la base persistante et rediffusé à tous les clients. S'il retourne false, il prévient le client qui a envoyé la requête en disant j'en veux pas de ta requête, t'es pas autorisé. Et ça rollback sur le client qui a triché, on va dire, sa cache locale. Donc c'est un filtre hyper simple, hyper centralisé, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis en place les règles déterminées, par exemple, alors si je suis admin, j'ai le droit de faire ça, si je suis pas admin, j'ai le droit de faire ça, si je suis pas connecté, j'ai le droit de faire ça ou pas ça. Après tout le code, toute la logique, on peut le faire sur le client, sur le serveur, c'est pas grave parce que de toute façon on sait qu'il y a ces gateways qui vont filtrer les cas impossibles. Donc ça permet de concentrer toute la sécurité à un seul point, qui est très simple parce que c'est du true ou false à chaque fois, et d'être tranquille sur tout le reste, quoi. Donc c'est à la fois simple et pas simple, parce qu'évidemment c'est-à-dire qu'il faut vraiment bien penser ces règles d'autorisation, mais comme c'est un seul endroit, une fois que c'est fait, on n'a pas besoin à chaque fonction ou à chaque callback vérifier est-ce que oui ou non on a le droit ou pas. Donc grosso modo ça marche comme ça, quoi. Donc c'est par des filtres au niveau central, au niveau de l'entrée du serveur. Ouais. Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a un support pour le mode offline? Donc si jamais la connexion web tombe, est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu par défaut? Alors le mode offline c'est un sujet très compliqué parce qu'il n'y a pas de solution miracle. Ça dépend beaucoup de l'applicatif. Ce que fait Meteor par défaut, c'est que si la connexion tombe, il va évidemment, le client va essayer de reconnecter tous les X secondes au serveur. Et après, s'il arrive à reconnecter, il va reprendre la synchro et la unité. C'est-à-dire qu'il a sa base en local, donc il sait ce qu'il a comme info. Le serveur sait aussi ce que le client a comme info. Donc à la resynchro, il se remet à jour pour, par exemple, relancer les données qu'il n'avait pas reçues à cause de la coupure, ce genre de choses. Par contre, si on n'est pas connecté pendant, je sais pas, 1 heure par exemple, et qu'on a laissé le client faire ce qu'il voulait, forcément il le fait en local. Donc la base locale se met à jour. Mais potentiellement, si les données ne sont pas envoyées au serveur, elles sont perdues en fait. Donc par défaut, si on ne fait rien, le client aura l'impression que ça marche, la fausse impression que ça marche, mais en fait, tu n'es pas connecté, donc tu auras tout perdu. Donc, ce qu'on fait souvent, comme dans des solutions comme Asana par exemple, le fait très bien, ou Trello d'ailleurs aussi, c'est-à-dire que le client sait très bien si la connexion est efficace ou pas, c'est l'effective. Et si elle ne l'est pas, en général, il y a plein de solutions, mais on peut mettre un gros truc gris par-dessus en disant connexion perdue, please wait, machin. Dans Trello, ils mettent un petit carré en haut à droite marqué connexion perdue, appuie sur reload. Comme ça, le client sait que il peut continuer à jouer, mais potentiellement les données risquent d'être perdues. Et donc ça marche comme ça. En fait. C'est laisser libre à l'utilisateur, au programmeur de l'application de décider quoi faire. Il sait quand la connexion est là ou pas là. Après, à lui de dire est-ce que je bloque tout avec un gros masque par-dessus qui empêche de cliquer, on est sûr comme ça l'utilisateur ne fera rien de méchant, ou est-ce qu'on veut lui dire ok, on va quand même faire croire que ça marche, donc on va récupérer toutes les données en espérant que la connexion n'ait pas perdu trop longtemps, et le jour où ça se reconnecte, on relance les mises à jour. Donc c'est vraiment au cas par cas, en fonction de l'action que fait l'utilisateur aussi. Parce qu'il y a des actions qui peuvent être faites très bien de façon, des actions locales qui peuvent se faire très bien. Typiquement, si on est sur un document, on est en train de le lire, on peut continuer à le lire. Par contre, il faut bloquer l'édition, par exemple, pour pas que ça se mette à jour. On ne peut pas modifier le document qu'on peut mettre à jour. Donc après, c'est vraiment en fonction de ton applicatif, de gérer le mode offline.
Par rapport à la compatibilité avec les navigateurs, est-ce que c'est compatible avec la plupart des navigateurs et est-ce qu'il y a des solutions de recouvrement, par exemple en long polling ou voilà, si jamais les couches ou les sockets ne sont pas disponibles avec ce navigateur? Donc pour les sockets, ils n'ont rien inventé, ils utilisent Socket.js, Socket.io, je ne sais jamais moi des deux. Donc c'est eux qui gèrent ça, donc ils font du loop pooling si jamais l'OS ne le gère pas. Après, au niveau des OS, je sais que, moi des browsers, je sais que ça ne gère pas IE5. C'est sûr. Je ne sais plus exactement parce que je ne suis pas trop, moi comme je développe des applications faites pour des gens qui ont des browsers modernes, j'ai jamais eu trop à regarder ça. Mais je pense que, grosso modo, il faut des browsers assez à jour, quoi. Donc typiquement ça peut poser des problèmes s'il faut développer des applications pour un grand groupe par exemple qui ont des bases de browsers vieux, ça peut créer des problèmes, surtout de performance. Parce que mais les mêmes problèmes que typiquement React pourrait avoir ou AngularJS qui demande aussi d'avoir des browsers quand même un peu à jour, quoi. Plus ou moins, ça dépend. Donc assez récent, mais sans plus, je sais plus, je vais dire des bêtises, quoi, peut-être 8. Donc assez récent quand même, mais voilà. Ouais, d'abord, merci beaucoup pour ta presse qui donne vraiment envie. C'est assez enthousiasmant. Alors, j'imagine que c'est pas dans un conte de fées, il y a quand même quelques problèmes aussi. Tu en as évoqué quelques-uns sur le scaling, qui peut effectivement poser problème. Bon, sur le driver SQL, c'est pas bien grave puisqu'ils bossent dessus. Sur la communauté, moi j'avais une question toute bête. Est-ce que j'imagine qu'il y a un meet-up Météor et c'est quoi la régularité, c'est quand les rendez-vous? Et puis une deuxième question, qui est c'est la dernière, promis. Il y a quelques années, il y a Rails qui est arrivé, donc ça a permis de faire du web sympa, etc. Super. Bon, là maintenant tu nous dis qu'on est ringard. Je caricature. Et que maintenant faut faire du real time. Bon, histoire de gagner un peu de temps. Dans 10 ans, ça sera quoi le nouveau truc? Voilà, histoire de. Voilà. Bon, pour la première question, c'est facile. J'organise des meet-ups depuis 2 ans sur Paris. On est la plus grosse communauté mondiale non anglophone. Et mondiale, on est le 3e après les US, forcément, et Londres. C'est jeudi prochain, mais c'est déjà plein. Et plein à craquer, on est 160 inscrits, je crois, pour 70 places, donc c'est un peu compliqué. Non, pour l'instant, c'est aléatoire en fonction de la motivation personnelle et de l'envie. Et des salles et des sponsors. On n'a pas autant de sponsors que Thibaut, mais ça viendra. Donc c'est assez aléatoire, on essaie d'en faire un par mois, mais il n'y a pas encore de date fixe pour l'instant. Il faut juste s'inscrire à Météor Paris et on lance. Pour la deuxième question, dans 10 ans, je ne sais absolument rien, parce que j'avoue que quand j'ai vu Rails il y a 10 ans, justement en 2005, j'ai trouvé ça hallucinant. J'aurais jamais pu imaginer Météor. Personne n'aurait pu l'imaginer, parce que ce n'était pas du tout les contraintes de l'époque. Je pense que là c'est super pour faire des applications web historiques, on va dire, basées sur des API REST, mais c'est pas historique, c'est pas péjoratif du tout, quoi. Maintenant, si on veut rajouter du temps réel dans Rails, c'est tout à fait possible. Des fois, ça sert à rien, mais mais quand on a envie de le faire, c'est quand même vachement plus simple de le faire en Météor que de faire en Rails. C'est-à-dire qu'il règle. Ça règle pas tous les problèmes, Facebook le font, Twitter le font, il y a plein d'applications qui continuent à faire rien de moderne et rien de temps réel, et qui marchent très très bien aussi. Donc ça résout le problème principalement. Et on peut le faire aussi en Météor d'ailleurs, on n'est pas obligé d'utiliser la partie temps réel si on ne veut pas le faire. On peut faire du REST API, un système super simple pour faire des API REST, etc. Donc c'est possible aussi de faire du Météor sans le côté réactif, si on veut. Et je ne sais pas ce qui va se passer en 10 ans. Merci beaucoup.